Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la Minute Éduxtucieuse. Aujourd'hui avec Jenna, on va commencer une petite mini-série qui nous tient à cœur pour comprendre de manière globale comment bien éduquer son chien. On va commencer cette première partie avec les grandes méthodes éducatives. Comprendre ces 5 grands courants de méthodes éducatives pour comprendre ce fonctionnement général. Ce qui vous permettra également peut-être de bien choisir votre éducateur ou votre éducatrice canine, ou en tout cas de bien démarrer à la maison. Il existe 5 grands courants de méthodes éducatives dans le monde du chien. Le coercitif. La première est donc la méthode coercitive. De sa définition propre, le coercitif est une méthode mettant en action l'exercice d'une contrainte. Une contrainte, de sa définition propre aussi, est une force visant à agir contre la volonté. Ce peut être une pression morale, mais surtout et souvent une pression physique, une violence. La méthode coercitive est une méthode que l'on pourrait caractériser de méthode dure. Autrefois, quand la connaissance du chien était alors très faible et appauvrie, si l'on peut dire, de culture, c'était alors une méthode très utilisée dans les foyers comme chez les chiens de travail. Dans cet ancien monde où le coup de pied au train arrière était alors facile et rapide, où les actes dits de soumission en retournant le chien sur le dos ou en l'écrasant au sol avec la force physique étaient communs, le nouveau monde, lui, tente de lutter et de compenser ses actions, notamment via la connaissance du système canin et de ses mécanismes de réflexion. Le monde évolue certes, mais nombreux sont ceux et celles qui utilisent toujours la méthode coercitive. On y retrouvera également par exemple l'utilisation d'outils tels que le collier à pointe, dit également collier torquatus, mais aussi le collier électrique et autres fantaisies visant à relier écoute ou douleur. La méthode classique. La méthode classique est dérivée des chiens de travail type intervention. Elle est encore très utilisée dans le monde actuel et au sein des clubs. Si on pouvait faciliter son explication, on dirait que c'est une méthode qui est un cran en dessous de la méthode coercitive. Dans la méthode classique, on travaille souvent sur l'inconfort et le confort. À titre d'exemple, mon chien refuse de s'asseoir. Je vais donc exercer une pression sur sa laisse qui est attachée au collier en tirant vers le haut. Cette pression va mettre mon chien en position d'inconfort et celui-ci va donc répondre par cet inconfort via une réaction mécanique pour faire pivot et s'asseoir. La laisse va donc alors se détendre et le chien se retrouver en position de confort. À moins d'avoir des tendances sadomasochistes, ce qui est assez rare tout de même chez les chiens, le chien privilégiera toujours la position de confort après peut-être se débattre l'espace d'un instant pour lutter contre la pression. Mais de facto, il aura tendance à finir par s'y soumettre. Un autre exemple serait le fait de contraindre mon chien à se coucher en exerçant cette fois-ci une pression mais vers le bas. Si le chien se résout donc à céder à cette pression et se couche, il se retrouve donc immédiatement en situation de confort où la laisse est détendue. On peut naturellement parler de contrainte finalement de nouveau, mais la contrainte sera par principe plus modérée que les sanctions ou réprimandes qui sont sélectionnées dans la méthode coercitive. J'imagine donc que si je vous demande si vous préférez vous prendre une châtaigne électrique sur la gorge ou une légère pression vers le bas pour vous inviter à vous coucher, vous prendrez probablement la deuxième option. Bien appris et utilisé, on peut considérer que le collier dit étrangleur ferait partie de la méthode classique, puisque c'est au son des anneaux qui coulissent que le chien doit s'arrêter, avant de se retrouver en position donc d'inconfort. La méthode naturelle. La méthode naturelle est une méthode qui vise à connaître les besoins principaux du chien et à les utiliser dans son système éducatif. Les besoins primaires du chien sont respectivement manger, boire, dormir, se reproduire, mais ce besoin n'est pas vital, et enfin éliminer, donc pour la faire plus courte, déféquer et uriner. On parlera ici principalement du besoin alimentaire, soit le besoin primaire de manger. Pour expliquer ceci plus précisément, on constituera une chaîne. Dans cette chaîne, le maître doit travailler pour gagner une rémunération.
Cette rémunération visera à acheter notamment l'alimentation du chien. On considérera donc qu'ici le chien doit travailler également pour gagner sa rémunération qui sera directement la nourriture. La nourriture sera donc conservée dans une ration journalière, non mise à disposition du chien sans travail. Le chien aura donc le choix d'y accéder en travaillant à juste mesure de ses capacités et de son évolution, ou de ne pas être nourri s'il refuse de collaborer et de travailler. J'insiste sur le fait que le chien, à juste mesure de ses capacités, a accès chaque jour à cette ressource. Il accepte ou non de collaborer et donc de se nourrir. La finalité étant que si le chien a faim, il collaborera bien évidemment pour sa survie alimentaire. Mais nous pourrions imaginer également cette méthode avec le besoin primaire de boire. Par exemple, prenons un chien privé d'eau en plein soleil à qui on demanderait un assis avec une gamelle pleine d'eau fraîche. En s'asseyant, le chien aurait alors accès à l'eau qui lui est vitale. La méthode positive. La méthode positive, c'est une méthode de pointe qui demande un peu plus de connaissance du chien, donc il va falloir se sortir un peu plus les doigts du cul, on va dire, se cultiver et apprendre un petit peu, le nécessaire au métier quand même. On s'intéressera alors à l'origine du dit chien, en étant suffisamment renseigné sur son groupe d'utilité. Vous devriez savoir que tous les chiens ont été à l'origine créés pour remplir une fonction propre d'utilité en collaboration et au service des humains dans leur domestication. Par exemple, le travail sur troupeau, le transport, la chasse, mais aussi plus spécifiquement à la dite race du chien, car au sein de tous ces groupes de travail, par exemple au sein du travail du troupeau, nous pouvons avoir des gardiens de troupeau ou des pilotes de conduite du troupeau. Au sein d'un attelage de traîneau, nous pouvons avoir des chiens de tête, des leaders, ou des chiens plus adaptés pour prendre les virages, les swing dogs, ou encore des chiens robustes situés juste devant le traîneau, les wheel dogs. Tout comme pour la chasse, nous pouvons avoir des chiens d'arrêt, de levage de gibier, des chiens dont les pattes sont palmées pour privilégier la chasse sur les gibiers d'eau, mais encore des chiens de rapport ou d'alarme. La connaissance de cette première partie va donc suggérer la bonne compréhension d'une partie du puzzle du mécanisme du dit chien. Rappelons-nous que tous ces chiens ayant été créés pour servir l'homme peuvent encore avoir des instincts plus ou moins développés, et ces instincts peuvent générer des troubles particuliers du comportement dans le système domestique, s'ils ne sont pas entendus et considérés dans l'apprentissage du chien. On s'intéressera également à la relation maître-chien, à l'histoire du chien depuis sa naissance en fonction, etc. afin de communier au maximum avec lui et de rassembler toutes les pièces du puzzle pour parfaitement le comprendre et travailler en harmonie avec celui-ci et avec sa famille. En fonction des connaissances psychologiques et mécaniques du chien, on proposera alors une méthode adaptée pour être force de proposition, de réflexion et guider le chien dans son éducation en utilisant les 5 grands courants de récompense dont nous parlerons dans la prochaine vidéo de cette série. Dans la méthode positive, il faut savoir que les interdits sont aussi agréés. Par exemple, on peut dire non à son chien. On peut réprimander son chien si tant est qu'aucune contrainte physique n'est engagée. On ne touche donc jamais le chien. La méthode ultra positive. Ah putain, la fameuse méthode ultra positive, c'est une méthode qui sous-entend que le chien doit être force de proposition à lui tout seul et que le maître est présent juste pour valider. Juste pour valider, car oui, vous n'avez pas le droit de dire non à votre chien et de le réprimander. Votre chien propose, vous récompensez. Votre chien se couche pour dormir? Parfait, vous récompensez, mettez un mot dessus. Ou vice versa, en fonction des éducateurs.
Dans cette méthode, les interdits sont donc strictement prohibés et un simple non n'est pas toléré. À titre de sanction dans les autres méthodes, un ultra positif ignorera, lui, les mauvais comportements en partant du principe que l'ignorance donnera lieu à l'arrêt du dit comportement. Ou il tentera de dériver, de dévier le mauvais comportement via une récompense ou de s'en servir comme d'un leurre afin que le chien oublie ou ignore la mauvaise option et se dirige plutôt vers la récompense. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5 pour comprendre qu'il y a du positif et du négatif dans chaque méthode. Par exemple, pour la méthode ultra positif, le plus gros point négatif est pour moi la sécurité du chien et de son environnement. Admettons que vous soyez sur un trottoir, qu'un enfant joue avec son chien en lui jetant la balle de l'autre côté dans un parc. Faisons appel à toutes les forces divines du monde pour que votre chien, qui n'a donc aucune notion d'interdit, ignore cela et ne traverse pas la route où circulent les voitures, ou décide qu'une croquette sera plus intéressante que la balle et le chien qu'il ne voit jamais. Vous l'aurez donc compris, quel est mon avis sur la meilleure méthode d'éducation canine? Il n'y en a pas. La réponse à cette question est la logique. Un ou une éducatrice enfermée dans une seule méthode est pour moi une mauvaise chose et au-delà de tout ça, c'est dangereux. Il faut connaître notre métier sur le bout des doigts et donc les méthodes de travail car votre chien n'est pas celui de votre voisin et vice versa. Vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde. Notre méthode de travail est effectivement principalement positive, mais nous varions sur la naturelle, l'ultra positive et parfois même la classique. Mais répondrez-vous à ma logique? Comprendrez-vous les histoires qui animent notre centre canin et les milliers de problématiques et de chiens que nous avons rencontrés? Faisons ça plutôt sous forme d'exemples concrets pour que vous puissiez comprendre ma logique. Au sein du centre est venue une border collie. Cette chienne a grandi enfermée dans une grange, le monsieur est décédé et elle a été recueillie par un refuge pour son replacement. La chienne était extrêmement alertée et avait une peur bleue des humains. Elle surinait dessus dès qu'elle en voyait un. Si elle n'avait pas d'échappatoire et qu'un humain avançait, même avec les meilleures intentions, elle se précipitait pour le mordre et se défendre. Quelle méthode auriez-vous donc utilisée? La coercitive avec un impact physique alors que la chienne a déjà peur des humains et les craint? C'est une superbe façon de travailler si ce n'est renforcer son appréhension vis-à-vis des humains. Alors peut-être la méthode classique? Non, pas vraiment adaptée à sa peur. La méthode naturelle, pourquoi pas? La nourriture ce serait déjà un premier contact, peut-être en fonction du facteur de gravité du passif qui est déjà inscrit dans la tête de la chienne. Certains rares chiens pourraient avoir un stade tellement avancé qu'ils se laisseraient mourir de faim. La positive, pourquoi pas? Mais il faudrait enlever le non. On ne veut aucune contrainte ici, mais pourquoi pas rentrer dans le monde du chien, aller dans un endroit qui lui est familier et agréable et créer un déclic psychologique, afin que le chien puisse se dire « Ah mais en fait cette personne me comprend ». L'ultra positive, un grand oui pour ce cas. Tout ce que tu proposeras de bon sera récompensé sans mesure jusqu'à ce que tu t'épanouisses. Qui dit s'épanouir, dit faire des bêtises peut-être un jour. En ce sens, c'est un très bon signe dans le programme. Mais alors, resterons-nous enfermés dans la première étape de l'ultra-positivisme ou repasserons-nous sur des mesures adéquates pour la propre sécurité du chien? Si ma chienne se jette sous les voitures pour les attraper, vais-je ignorer cela et attendre? Attendre quoi? Qu'elle se fasse écraser? Et si je la nourris tous les jours et que cet instinct de se jeter sous la voiture est plus fort que ma friandise, mon jouet, mes caresses, moi, que va-t-il se passer pour sa vie? Vous l'aurez compris, atteint ce stade, l'ultra-positive ne sera plus la méthode de base. Je vais donc vous donner un nouvel exemple. Un dog est arrivé agressif. Plusieurs demandes d'euthanasie sur son dos, et après plusieurs morsures sur adulte et pire, sur enfant, il se retournait contre sa maîtresse, s'attaquait à ses affaires si elle avait le malheur de sortir de la maison sans lui, grognait et dépliait les dents sur son mari, ne laissait aucun humain pénétrer dans la maison, personne ne pouvait s'approcher de sa gamelle, de ses jouets, et pour couronner le tout, il avait agressé plusieurs chiens de tous sexes confondus, race et âge. Soyons honnêtes, pensez-vous vraiment qu'avec un chien de ce type, la méthode ultra positive va être adaptée? Si c'est oui,
Très bien, je vous mets au défi de régler cela avant la mesure finale et de garantir la sécurité des familles, enfants et autrui, et bien sûr de partager votre travail avec tout le monde. Comprenez-le bien, il n'y a pas une seule méthode, mais des méthodes. Il n'y a pas de bonne réponse, mais plusieurs bonnes réponses. Il y aura toujours plusieurs alternatives éducatives. Il n'y a pas un chien, mais des milliards, tous avec un passif, une expérience faite et des instincts plus ou moins développés. N'espérez pas mener des combats en voulant sauver des chiens si vous vous enfermez dans une seule méthode. Les maîtres doivent connaître toutes les possibilités et savoir mesurer le bon comme le mauvais. Ils doivent savoir que s'ils mènent des violences physiques sur leurs chiens, ils vont se faire craindre, certes, mais que leur relation avec leur chien sera basée sur de la peur et non pas du partage, non pas de l'amour et sûrement pas du respect. Ils doivent comprendre qu'un chien qui se jette sur la route craint pour sa vie et celle des passagers et ne peut pas toujours être pris avec un bout de saucisse si ses besoins alimentaires sont déjà surcomblés. Tout est lié, ou plutôt tout est relié. Il y a du bon comme du mauvais dans tout. La réponse à la question est la connaissance et la pédagogie. Notre rôle en tant qu'éducateur est d'informer, de nous informer, de nous adapter, d'être force de proposition par la connaissance du chien et de la famille, et de toujours œuvrer si la situation le permet pour venir en aide à maître et chien et fournir des mesures adaptées aux chiens, aux problématiques, aux familles et à la situation. Toujours en tenant compte de la sécurité humaine, canine et du respect de l'espèce canine dans l'utilisation du plan de notre travail. Allez, je sais que certains vont me dire, et le clicker, dans tout ça, tu le classes où ? Le clicker n'est pas une méthode éducative, c'est un outil de travail. Il s'agit d'un marqueur, tout comme n'importe quel autre son. Ce marqueur peut marquer une action négative ou positive. Il peut annoncer une récompense ou une sanction. Qu'allez-vous mettre après le clic ? Une friandise ou une sanction ? Réfléchissez bien, jusqu'à présent, aucun chien ne s'est miraculeusement éduqué tout seul en entendant un clic. Le clicker fait partie d'une suite de mécanismes qui comprennent une suite logique. Une situation donnée, plus un marqueur, plus une action positive ou négative, plus une répétition, c'est égal à une association. Exemple, une situation, mon chien se couche. Un marqueur, un clic. Une action positive, une friandise. Et enfin, des répétitions. L'association est donc se coucher, c'est chouette, je recommencerai. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à commenter si vous connaissez d'autres méthodes, à partager avec vos amis ou tout simplement à nous suivre si vous voulez d'autres vidéos pour nous soutenir. Et à tout bientôt dans la Minute Éductucieuse.